Voilà, alors maintenant que nous avons débuté l'enregistrement, je vais y aller avec la présentation de l'atelier. Aujourd'hui, c'est concilier l'enseignement à distance et l'enjeu climatique pour un usage raisonné aux technologies éducatives. Je vais vous présenter maintenant monsieur notre conférencier, docteur en sciences de l'éducation avec une spécialisation en andragogie. Florent Michelot est professeur en éducation à l'Université de Moncton, campus Shippagan au Nouveau-Brunswick. Ses travaux portent sur le rapport au numérique en enseignement postsecondaire et plus particulièrement sur le développement des compétences dites du 21e siècle, dont la pensée critique et la littératie informationnelle, numérique et médiatique. Il étudie aussi l'adoption d'éthique en e-formation par la population enseignante et étudiante. Il s'intéresse par ailleurs aux impacts environnementaux de la désinformation en ligne et des technologies éducatives en tant que chercheur associé au GRIPTIC. Il a contribué aux travaux préparatoires du cadre de référence et de la compétence numérique du gouvernement du Québec. Monsieur Michelot, c'est à vous la parole. Merci beaucoup pour cette présentation qui ferait probablement très plaisir à ma maman. Merci beaucoup. J'enverrai le lien pour regarder. Oui, c'est ça, et elle sera certainement très heureuse. Merci beaucoup de l'accueil de la part du REFAD. Merci d'être présent et présente dans cet atelier. Je pense qu'on doit être une vingtaine probablement. Avant de débuter, j'ai malheureusement tendance à beaucoup trop parler. Je ne sais pas ce que dirait mon psychologue si je monopolise constamment la parole, mais bref, tout ça pour vous dire que si vous avez des interrogations, si vous avez des questions, si vous avez, peu importe, des plaintes à formuler, n'hésitez pas à lever la main virtuelle et à prendre la parole. Je vais essayer de garder l'œil sur le clavardage en marge donc de vos webcams, mais il est possible que je rate certaines interventions, donc vraiment n'hésitez pas, on est en famille, on est entre nous, n'hésitez pas à prendre la parole, à m'interpeller et à vous interpeller au besoin les uns les autres. Ça vous va? Voilà. Et comme je vous disais, je parle beaucoup, mais si d'aventure je devais trop parler, vous aurez eu l'occasion de vous exprimer avant la fin de cet atelier. Alors aujourd'hui, donc, comme notre collègue le disait, je vais vous parler donc vous devriez voir à partir de maintenant notre diaporama. Vous pouvez me confirmer Oui. que tout est bien votre écran? Oui, oui. Super. Donc, je vais vous parler donc de formation à distance et d'enjeux climatiques et essayer de vous proposer une réflexion sur comment on peut développer finalement un raisonnement à l'égard des technologies éducatives qui témoignent d'une certaine façon d'une prise de recul par rapport à une certaine forme de tout numérique. En revanche, je vais vous proposer, et là c'est aussi, on va être bardé de paradoxes durant toute cette activité, je vais vous proposer aussi d'être un petit peu interactif, parce qu'apparemment il faut l'être lorsqu'on fait de la formation à distance. Je vais vous proposer d'utiliser MOOClap, donc pour recevoir finalement vos rétroactions. Je vais vous poser plusieurs questions. Ceux qui auront eu des bonnes réponses gagneront un séjour d'une semaine à Shippagan. Donc, pour ce faire, je vous invite à scanner le QR code qui est à l'écran. Si vous n'y parvenez pas, vous avez juste à taper l'adresse mooclap.com et ensuite entrer le code JHCZSF. Voilà. Donc, je vous laisse un petit peu de temps pour vous rendre sur le fameux MOOClap. Oui, j'aimerais ça vraiment vous offrir une semaine à Shippagan. Je vais tout de suite, je vois Lauriane qui est enthousiaste. C'était une blague. Malheureusement, je n'aurai pas les moyens de vous l'offrir. Ceci dit, vous êtes les bienvenus. Si vous venez à Shippagan, ça fera plaisir d'aller boire un verre avec vous. Est-ce que tout le monde a réussi à se connecter donc, à l'espace WooClap? Ça a l'air. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à utiliser votre nom verbal, puis à hocher de la tête pour dire non. Je comprends que tout le monde a pu y parvenir. Super. OK. Je vous propose donc aujourd'hui de parler de l'éléphant dans la pièce. Si nous sommes aujourd'hui autour de cette présentation du REFAD, c'est que nous sommes toutes et tous intéressés, je le suppose, par les technologies éducatives, l'intégration de la formation à distance.
Évidemment vient souvent avec les discours porteurs de technologies éducatives, les discours porteurs de formation à distance, vient souvent avec un techno-optimisme qu'il faut savoir reconnaître, mais qui, et c'est donc justement l'objet de l'éléphant dans la pièce que je vous évoque, est-il compatible avec les préoccupations environnementales qui se font de plus en plus présentes? C'est finalement la grande réflexion que je vous propose d'aborder aujourd'hui. Alors, pour débuter, je vais juste tester finalement vos connaissances en matière climatique. Puis moi, je ne suis pas ingénieur, hein. Donc je m'intéresse à la question climatique en environnement, relative, tant que faire se peut, aux questions des technologies éducatives, mais je vous le dis, je ne suis pas ingénieur. Donc je vous propose de répondre à cette première question. Selon vous, qu'est-ce que l'empreinte carbone? Est-ce que c'est la quantité de gaz à effet de serre émis pour une activité? Est-ce que c'est la mesure de la quantité d'oxygène utilisée par une activité? Est-ce que c'est la quantité de déchets produits par une activité ou bien c'est la mesure de la quantité de ressources naturelles utilisées par une activité? Donc, vous avez 4 propositions à l'écran. Neuf réponses, je laisse encore quelques secondes. Il y a 12 personnes qui sont inscrites. Il y a peut-être 2 indécis. J'essaie de me fier à votre non-verbal. 11 personnes, ok. Bah alors effectivement, c'était effectivement cette réponse-ci qui était la réponse correcte. L'empreinte carbone, c'est effectivement la quantité de gaz à effet de serre émise par une activité. Je vous pose cette question parce qu'évidemment, elle était relativement simple et vous avez tous vu juste. Et en même temps, la question de la compréhension des enjeux environnementaux climatiques qui sont sous-jacents à ce que l'on va évoquer aujourd'hui nécessite parfois, j'ai envie de dire, la compréhension d'enjeux qui sont éminemment plus complexes que cela. Et justement, je le vois dans mes travaux actuellement, il y a une bonne compréhension, je pense, du côté des jeunes de la nécessité d'agir. Et en même temps, parfois, et puisque je travaille plus spécifiquement sur la porosité des jeunes au post-secondaire à des discours climato-sceptiques, eh bien que malheureusement, il y a un certain nombre d'éléments techniques qui sont mal appréhendés, qui font en sorte que justement cette méconnaissance eh bien, va favoriser d'une façon ou d'une autre cette perméabilité à des discours climato-rassuristes, climato-sceptiques, etc. Donc on a besoin, malheureusement, j'ai envie de dire, de connaître un certain nombre de choses techniques, vous en avez ici un exemple à l'écran, qui vont nous permettre ensuite de pouvoir aller beaucoup plus loin dans la réflexion que l'on souhaite avoir. Bref, autre question que je vous propose ce midi, on va aller un petit peu plus loin, afin de respecter ce fameux objectif de plus 1,5 degré en moyenne, quand est-ce que le pic d'émissions de gaz à effet de serre va devoir être atteint au plus tôt pour ensuite décroître très rapidement. Donc, je vous propose plusieurs années, de 2025 à 2050. Donc, en l'occurrence, je le reverbalise de façon différente. On émet des gaz à effet de serre. Quand est-ce qu'on doit arrêter d'accroître l'émission de gaz à effet de serre et ensuite la réduire de façon rapide? Des hésitations, 2025, 2030, 2035. On a 10 réponses, 5 peut-être encore hésitation. Je laisse encore 3 secondes pour les personnes qui hésitent encore. Selma, vous semblez hésiter? Non? J'hésite de ma réponse, mais je l'ai envoyée. Okay. Merci beaucoup. Alors, majoritairement, vous avez répondu 2030. Pour avoir une réponse complète, effectivement, on entend souvent dire dans les médias, on a 3 ans pour agir. Donc, la réponse attendue était 2025. En fait, la réponse est un peu plus complexe. On a souvent tendance à entendre dire, donc comme je vous le disais, il faut agir d'ici 3 ans, on a 3 ans pour agir. En fait, dans les modélisations qui ont été proposées par le GIEC, donc le groupe d'experts international sur le climat, les différentes modélisations qui ont été proposées suggèrent que, d'une certaine façon, on continue cette progression de gaz à effet d'émissions de gaz à effet de serre jusque 2025. Donc, c'est vraiment
après-demain, si ce n'est demain, et ensuite réduire très, très, très rapidement et de façon massive donc l'émission de gaz à effet de serre. Je souhaitais qu'on puisse aborder cette question d'abord de l'urgence finalement d'agir par rapport à la préoccupation qui se pose à nous, justement pour mesurer en fait, j'ai envie de dire, la montagne qui se présente à nous. Si on souhaite réduire de façon massive l'émission de gaz à effet de serre, il faut le faire de façon extrêmement rapide. Et c'est malheureusement, j'ai envie de dire, peut-être la corollaire d'un discours plutôt rassuriste que l'on entend depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies. On voit le problème climatique comme étant quelque chose relativement lointain, sauf que malheureusement, cette échéance, eh bien, elle arrive de plus en plus rapidement. Donc, vous avez répondu en majorité 2030, malheureusement c'est 2025. Si on souhaite respecter ce plus 1,5 degré, il faudrait donc agir, j'ai envie de dire, pour ainsi dire, dès maintenant. Évidemment, si on ne respecte pas cette année de 2025 comme étant le top, j'ai envie de dire, de nos émissions de gaz à effet de serre, eh bien, tous les gains que l'on pourra faire au-delà de 2025 seront malgré tout à prendre. Mais on ne respectera pas ce plus 1,5 degré, on sera peut-être à 1,6, 1,7, etc. Et j'ai envie de dire malheureusement que les climatologues, et notamment les climatologues du GIEC, ont tendance à nous dire aujourd'hui que malheureusement, cette espérance de plus 1,5 degré risquera probablement de ne pas être atteinte. Donc ça, c'est ce qui ressort essentiellement des travaux du GIEC. Si ça vous intéresse, il y a des résumés qui sont effectués pour donc les policy makers, les preneurs de décision sur le plan politique. Donc c'est des résumés qui sont très digestes. Si vous êtes enseignant, je vous invite même éventuellement à développer des activités pédagogiques qui sont basées sur ces travaux-là. Moi, d'ailleurs, à titre personnel, j'enseigne aussi les statistiques. Mon examen de mi-session était basé sur des données de la NASA pour montrer justement l'augmentation des anomalies de température dans l'hémisphère nord versus l'hémisphère sud. Donc, on peut faire vraiment des choses intéressantes avec les données existantes et ce, de façon interdisciplinaire. Pourquoi cette question me semble intéressante? Et en fait, elle s'est posée de façon très personnelle à l'issue, donc, en fait, pendant la pandémie. J'étais tombé sur un article qui nous disait que finalement, l'augmentation de l'utilisation d'Internet durant le confinement était à peu près d'une augmentation de plus ou moins 20%, ce qui aurait équivalu, pour compenser finalement cette surcharge Internet exigée par le travail à distance, la formation à distance, il aurait fallu une surface équivalente, selon les auteurs, à 2 fois le Portugal. Pour chez nous, c'est 2 fois le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, 2 fois cette surface-là, plantée en arbres, pour compenser la surémission de gaz à effet de serre due à l'utilisation de l'Internet du fait du confinement. Vous me suivez? Tout cela pour vous dire que cette réalité qui était un petit peu dans notre angle mort durant la pandémie m'a sauté aux yeux comme étant, mon Dieu, on appréhende, et vous savez, dans les premiers jours de la pandémie, on voyait finalement cette espèce de retour à la nature dans les villes. Il y avait quelque chose de très positif qui était véhiculé sur le plan environnemental, l'arrêt soudain de transports polluants, etc. Et dans notre angle mort, donc, il y avait justement cette augmentation des besoins numériques qui viennent évidemment avec une consommation énergétique et par conséquent une augmentation des gaz à effet de serre. Et en même temps, donc, en parallèle, je voyais des travaux qui me disaient, bah, oui, certes, il y a une augmentation rapide, pour ne pas dire exponentielle, du recours à certaines technologies, et en même temps, en parallèle, donc, même si, par exemple, vous avez ici à l'écran, le téléphone est de plus en plus utilisé, la consommation énergétique qui en résulte a tendance à diminuer. Donc, comment se positionner de façon concrète par rapport à ça entre nous, sachant que, là encore, je le répète, je pense que personne d'entre nous n'est ingénieur. Comment réussir finalement à disposer de clés de lecture de notre rapport que l'on doit développer pour l'éducation avec les technologies en formation à distance, etc., sans pour autant donc des experts sur le plan énergétique. Moi, ça a été finalement l'objet de mes travaux initiaux. Et là, je vais vous poser encore une petite question, si ça veut bien fonctionner. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas très grave. La Terre ne s'arrêtera pas de tourner, il y a plus important.
Alors, je passe. En fait, lorsque l'on regarde l'empreinte carbone de notre vie numérique, clairement, et là aussi ça fait partie de nos angles morts, la dématérialisation d'une certaine façon du stockage de nos informations a un impact qui lui aussi est, j'ai envie de dire, parfaitement invisible. Comme vous pouvez le constater sur ce petit graphique, essentiellement, la plus grande source, j'ai envie de dire, d'émissions de gaz à effet de serre dans notre vie numérique, c'est essentiellement les centres de données. Nos sauvegardes dans l'info nuagique, les data centers et ainsi que nos requêtes sur les moteurs de recherche sont extrêmement énergivores. Donc, quand bien même on ne dispose plus d'outils de stockage dans nos bureaux, eh bien évidemment, ces données, il faut bien les stocker quelque part. Ces données, elles sont stockées dans, on appelle ça des fermes de données, qui sont extrêmement énergivores. A contrario, finalement, l'utilisation d'un téléphone, d'un ordinateur, d'un téléphone prétendument intelligent, eh bien, il semblerait que ce soit somme toute assez peu consommateur d'énergie. Par contre, la fabrication, elle, est très énergivore. Donc, on voit finalement que lorsqu'on commence à s'y intéresser de façon autre que superficielle, eh bien que certains présupposés eh bien, vont être bousculés. Donc finalement, nos technologies éducatives dans tout ça, eh bien, je viens de vous le dire, les centres de données, le stockage dans l'info nuagique, c'est quand même extrêmement énergivore. Lorsque l'on compare finalement à peu près dans les mêmes ordres de grandeur, les stockages de données, à peu près, c'est 0,5% de l'émission des GES mondiale. L'ensemble des technologies éducatives, c'est 2%. On focalise beaucoup sur la question des transports aériens, et à juste titre, eh bien, il faut garder à l'esprit que nos technologies, quelles qu'elles soient, éducatives ou non, nos technologies ont un impact équivalent au transport aérien sur l'émission des gaz à effet de serre. Donc, nos cellulaires, nos laptops, peu importe, ils ont un poids qui est extrêmement important. Premier point. Le deuxième point, eh bien, c'est cette tendance au Bring Your Own Device. Je ne sais pas quelle est l'expression qui a été, j'ai oublié, l'expression qui a été consacrée par l'OQLF, mais de plus en plus, donc, les établissements vont avoir tendance à se départir de leur salle informatique. Pour de très bonnes raisons, par ailleurs. Ça peut tout à fait s'entendre. Au profit de quoi? Eh bien, du fait que chaque élève, chaque étudiant, chaque apprenant va devoir apporter son propre dispositif numérique pour son apprentissage. Ce qui peut tout à fait s'entendre, mais ce qui vient en corollaire, là aussi, avec des impacts qui sont beaucoup moins régulés, j'ai envie de dire. Disposer toutes et tous d'un dispositif numérique, eh bien, on se retrouve potentiellement avec un ordinateur qui, avec une multiplication, des ordinateurs qui ne correspond pas nécessairement à leurs usages. Tout cela pour vous dire que on est dans des logiques de multiplication du numérique qui ne sont pas nécessairement neutres. Donc moi, finalement, le questionnement que je vous propose d'avoir, c'est quels sont les effets environnementaux que l'on peut déjà observer vis-à-vis des technologies éducatives. Et je vais vous proposer plus spécifiquement d'avoir l'œil tourné vers la formation à distance avec le numérique, la e-formation. Et qu'est-ce qu'on peut retenir donc comme recommandation pour les institutions, pour les établissements, ainsi que pour les enseignants. Je vous passe les détails méthodologiques. Vous savez, nous autres chercheurs, là, on aime bien se perdre dans les questions méthodologiques, mais ça pour vous dire que j'ai essayé de faire une recension de littérature qui a été la plus large et rigoureuse possible dans la littérature francophone et anglophone. Paradoxalement, malgré ce qui me semble, et puis je suis peut-être biaisé comme étant une urgence, eh bien finalement, il n'y a pas tant de matériel que ça à notre disposition. J'ai réussi à identifier au cours des dernières années seulement 45 publications qui portaient plus spécifiquement sur l'impact environnemental des technologies éducatives. Globalement, j'ai regardé donc les technologies éducatives étudiées, j'ai regardé la nature de l'impact. Donc, quand je parle de technologie éducative, est-ce qu'on parle de formation à distance? Est-ce qu'on parle de vidéoconférence? Est-ce qu'on parle d'info nuagique? J'ai quand même trouvé quelques articles qui nous parlent de l'impact du CD et du DVD. Bon, s'entend que ce n'est pas les articles les plus récents.
Donc, la nature de l'impact, est-ce qu'on parle d'impact énergétique? Est-ce qu'on parle d'impact en termes de GES? Est-ce qu'on parle d'impact papier, etc. Et finalement, on parle de bilan environnemental. Est-ce qu'il est positif, mitigé ou finalement négatif? Et finalement, donc, les recommandations que j'ai essayé d'identifier dans ces différents papiers. Déjà, on peut voir qu'il y a, selon moi, j'ai envie de dire, un axe très important du travail qui a été mené spécifiquement sur la formation à distance. Les autres technologies éducatives sont encore, j'ai envie de dire, une forme d'angle mort dans la réflexion. Donc, beaucoup de travaux ont été faits sur ce qu'on est en train de faire finalement actuellement. C'est quoi l'impact d'étudier sur Zoom? C'est quoi l'impact d'étudier sur Teams, Adobe Connect, ce que vous voulez? Mais par contre, donc, et incluant donc, les environnements numériques d'apprentissage, par contre, on étudie assez peu les impacts du livre numérique, on étudie assez peu les impacts des classes prétendument intelligentes, etc., etc. On va beaucoup s'intéresser donc à l'émission de gaz à effet de serre et finalement, première surprise pour moi qui était parti, donc je vous ai épargné finalement ce petit détail personnel en amont, mais évidemment, on est sensibilisé sur le plan médiatique par des questions environnementales, mais je me suis longtemps considéré comme étant soucieux de la question environnementale. Donc, lorsque je me suis penché sur le sujet, évidemment, malgré mon intérêt pour les technologies éducatives, j'avais un a priori négatif sur leurs impacts. Et là, donc, lorsque j'ai commencé ma revue de littérature, je constate que globalement, l'impact identifié est plutôt positif. Lorsque j'entends par positif, c'est globalement, on fait des gains en termes de réduction des GES, on fait des gains en termes de réduction de papier, on fait des gains en termes de réduction de déchets, etc. Donc, concernant la vidéoconférence, et là je vais donc, comme je vous le disais, me focaliser plus spécifiquement sur la formation à distance et la vidéoconférence, concrètement, ça implique quoi de la vidéoconférence? Globalement, c'est à peu près 2,5 gigaoctets par heure. Ça équivaut à 157 grammes d'équivalent CO2 par heure. C'est des chiffres qui veulent à peu près tout et rien dire. Concrètement, pour un cours de 3 heures en un mois, en fait, ce qui est évoqué dans l'article que je vous mets en référence, il parle de 15 réunions d'1 heure. Ben, en fait, techniquement, c'est à peu près ce que l'on fait nous en enseignement. C'est à peu près 5 cours de 3 heures en un mois. Du moins, c'est ce qu'on fait à l'université. Ça équivalerait donc à 9 kg d'équivalent CO2 et à peu près ces 3 kg de viande de porc. Donc, je crois que c'est important aussi d'avoir ces espèces de mesures d'équivalence dans notre esprit pour, j'ai envie de dire, réaliser ce que ces tonnes, ces grammes, ces kilos de CO2 peuvent avoir pour impact. En d'autres termes, le fait de passer 15 heures en réunion, en formation à distance ou en vidéoconférence, comme on le fait actuellement, ça permettrait de nourrir en produisant 3 kilos de viande de porc. Après, se pose évidemment la question de savoir si manger de la viande, c'est une bonne solution, mais c'est un autre sujet. Plus spécifiquement concernant la formation à distance. Et là, il y a une série de papiers qui ont été… c'est par réunion, pour répondre à la question de Thomas, c'est par réunion. Donc, et là, je mets de côté le fait d'ailleurs que, justement, et puis on est tous des pédagogues ici, on aime bien voir des faces vivantes. Merci à ceux qui ont activé leur caméra. Et en même temps, ben justement, c'est assez épouvantable sur le plan énergétique. Donc, si j'étais plus catholique que le pape, je vous demanderais d'éteindre vos caméras. Concrètement, ce que je fais à mes étudiants, ben, je leur dis, écoutez, si vous pouvez en activer, je serai très heureux. Si vous êtes gêné d'activer vos caméras, ne le faites pas, parce qu'on fait des gains énergétiques par ailleurs. Voilà. Donc, idéalement, dans un monde idéal, si je voulais économiser sur le plan énergétique, donc sur le plan de l'émission de GES, je vous dirais, coupez tous vos caméras et je vais me fier à vos photos. Bref. Le bilan carbone de la formation à distance, il y a une série de papiers qui a été notamment pilotée par Kerd, que je trouve extrêmement intéressant, qui nous montre donc sur le plan de l'énergie et qui nous montre sur le plan donc des gaz à effet de serre qu'il y a une réduction massive dès lors que l'on passe de la formation traditionnelle en présentiel, en face à face.
versus à la formation à distance, versus la formation à distance numérique, et même si on fait du distanciel partiel. Dès lors qu'on passe à de la e-formation complète, on réduirait l'émission de gaz à effet de serre des établissements d'environ 90%. C'est énorme. En d'autres termes, et c'est à peu près la situation qu'on a vécue il y a 3 ans maintenant, lorsque les universités ont fermé, l'impact énergétique et l'impact CO2 des universités a été réduit de 90%. Et quand bien même on réintégrerait un peu de présentiel, ce que finalement on fait tous plus ou moins aujourd'hui dans nos établissements, on est revenu sur du présentiel, mais un peu de formation à distance, eh bien on fait des gains. Dans le cas spécifique qu'ils ont étudié ici, donc comment je pourrais formaliser ça, de présentiel optimisé par l'éthique, eh bien, on avait des réductions de 20 à 27%. Donc, l'impact, il est, j'ai envie de dire, significatif. Si notre objectif, c'est de réduire à peu près de 50% nos GES, j'ai envie de dire, visiblement, la formation à distance semble être une solution qui est à portée de main. Et en même temps, vous l'aurez compris, les gains qui viennent avec la formation à distance ne viennent pas nécessairement de la formation en tant que telle. J'ai envie de dire que les gains qui viennent avec la formation à distance ne sont pas inhérents à la formation à distance. Ils viennent avec le fait que si on fait de la formation à distance avec le numérique, les étudiants ne prennent plus leur voiture, les classes n'ont plus besoin d'être chauffées, etc., etc. Donc, c'est, j'ai envie de dire, toutes sortes d'effets collatéraux qui vont permettre de faire des gains. Donc, c'est une première chose qui mérite, je crois, d'être gardée à l'esprit. Oui, on fait des gains lorsque l'on fait de la formation à distance, mais j'ai envie de dire à quel prix. Et là se repose la question de l'impact social de la formation à distance et l'impact social en grande partie négatif tel qu'on a pu le vivre au cours des 3 dernières années. Est-ce que finalement, et là ça va être des enjeux qui vont être critiques au fil des prochaines décennies, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Dans cette nécessité de faire un virage, j'ai envie de dire radical, mais dans le sens étymologique du terme, un virage aux racines de ce qu'est retourner aux racines, donc qui va être exigé par la question climatique et environnementale au fil des prochaines décennies. La formation à distance, visiblement, semble être une solution efficace. Est-ce que cette solution efficace mérite d'être mise en œuvre, considérant par ailleurs qu'on connaît les impacts sociaux du distanciel? Et finalement, où est-ce que nous, en tant que pédagogues, on va réussir à placer le curseur de telle sorte qu'il y ait une forme d'acceptabilité sociale dans le choix qu'on va faire? Et on va y revenir tout à l'heure. Donc, parmi les recommandations qui sont formalisées aux établissements, il y a notamment donc tester l'hybridation. Donc, ça fait partie des choses que j'ai écumées dans les divers articles et qui, je pense, méritent d'être gardées à l'esprit pour toutes et tous là, dans notre atelier. Tester la formation à distance, peut-être 1 jour ou 2 par semaine, c'est-à-dire, je vous parlais de placer le curseur entre le tout distanciel et le tout présentiel. Faire du distanciel partiel 1 ou 2 journées par semaine nous permettrait peut-être de faire des gains. Est-ce qu'on pourrait envisager que cette semaine, le lundi se fait à distance, ensuite ça va être le mardi, la semaine suivante, de telle sorte que ce ne soient pas toujours les mêmes cours qui soient impactés par le fait d'être en distanciel? Je ne sais pas si vous me suivez. On pourrait imaginer des systèmes de roulement comme ça, faisant en sorte qu'on va réussir à faire des gains sur le plan énergétique, sans pour autant trop impacter la vie de nos élèves, de nos apprenants. Augmenter les offres en ligne, on le vit plus spécifiquement dans notre région à Shippagan. On est à 3 heures de Menton. Shippagan, c'est une ville de 2500 habitants. On offre beaucoup de formations à distance. Il n'y a pas de transport public, donc les étudiants utilisent beaucoup leurs véhicules personnels, des véhicules qui en plus sont souvent très consommateurs sur le plan des énergies fossiles. Donc, est-ce que offrir de la formation à distance
de l'offre en ligne pour ces étudiants aussi peut être un atout, possiblement. Évaluer l'impact, donc, et là je vais y revenir tout à l'heure, comment intégrer de façon systématique la question du bilan carbone à nos activités qui contiennent du numérique. Et finalement, donc, être proactif. Et là, je réalise qu'il y a un item qui a malheureusement été dupliqué. Vous m'excuserez de mon erreur. Donc, lorsque je parle d'être proactif, évidemment, il faut que les universités soient à la pointe, qu'elles puissent, d'une certaine façon, prêcher par l'exemple, être, en d'autres termes, des modèles pour nos jeunes. Du côté des enseignants, il y a plusieurs options que je vous suggère d'avoir. D'une part, développer la littératie environnementale. C'est encore, qu'est-ce que l'on entend par littératie environnementale? Donc, de la même façon que on parle de littératie pour savoir finalement manipuler des textes, les comprendre, en faire des synthèses, etc. On parle de littératie environnementale comme on parle aussi de littératie informationnelle, numérique, etc. Donc, comment avoir une bonne compréhension globale des enjeux environnementaux? Cette dimension-là dans la formation enseignante à ce jour est peu existante. Au Nouveau-Brunswick, elle est absente. Au Québec, je pense qu'elle est absente. Ça dépend aussi beaucoup des universités. Donc, comment on peut réussir à densifier cet aspect-là? Et pas exclusivement dans des cours de biologie, par exemple, parce que la préoccupation doit être beaucoup plus généraliste. Des stratégies de recherche, et là, effectivement, donc nous, c'est aussi notre rôle en tant que chercheurs, conseillers pédagogiques, etc., de développer des stratégies pour finalement changer de paradigme. Et puis, il y a les stratégies, j'y reviendrai tout à l'heure, que j'inscrirai dans le grand champ de la slow pédagogie, mais aussi des slow technologies, les technologies lentes, les pédagogies lentes, qui vont nous permettre éventuellement de démédiatiser ce qui est démédiatisable. Ce n'est pas démédiatiser pour démédiatiser. Il ne s'agit pas de devenir mormon et de faire des cours en charrette. Ce n'est pas ça, avec tout le respect pour les mormons qu'on peut avoir. Est-ce que, par contre, tous les cours nécessitent d'avoir du numérique? Est-ce que tous les cours nécessitent d'avoir de la vidéo? C'est la question qu'il faut se poser. Donc, se poser par ailleurs la question de savoir, est-ce qu'on a besoin de créer de nouveaux contenus? Est-ce qu'on a besoin en tant que pédagogue de faire une vidéo spécifique pour nos élèves, sachant qu'il y en a déjà des quantités astronomiques accessibles sur YouTube? Parce que le stockage, on l'a vu tout à l'heure avec les data centers, c'est extrêmement énergivore. Est-ce que Marilyn, est-ce que Julie, est-ce que Marie-Ève, est-ce que moi, on a besoin de faire des vidéos pour nos activités, ou bien finalement, on ne pourrait pas remobiliser ce qui est existant? C'est une question qu'il faut, selon moi, avoir à l'esprit. J'aimerais, et là je vais essayer de conclure relativement rapidement, j'aimerais vous inviter à prendre connaissance de ce travail de Birkin qui est assez récent, il date de la fin de 2021, où il étudiait finalement l'impact des classes intelligentes. Donc, c'est très à la mode depuis plusieurs années dans nos établissements. On voit tout ce que c'est, des petits îlots qui permettent aux élèves de travailler ensemble avec, dans chaque coin les écrans finalement jouxtent chaque petit îlot de travail pour partager des choses, des écrans interactifs, etc. Birkin, donc, dans son papier, propose finalement une étude de l'impact de ces salles. Donc un impact énergétique. Je suggère que finalement, dans les dispositifs physiques ou virtuels que l'on met en place, cet exercice puisse être intégré. Et moi, là-bas, je viens de l'administration publique. Depuis maintenant près de 20 ans, les gouvernements, pour chaque politique publique, devraient, en fait, ils le font, est-ce qu'ils le font bien, c'est notre question, devraient avoir une étude d'impact environnemental. Est-ce que, et c'est une question un petit peu rhétorique, est-ce qu'on devrait avoir un exercice similaire, nous, en tant que pédagogues? Est-ce qu'on devrait intégrer cet exercice de bilan carbone, bilan énergétique, lorsque l'on met en place des dispositifs physiques et numériques? Ben, possiblement. Et notamment, on se pose la question ici, dans le cadre spécifique des classes d'apprentissage actif, les classes intelligentes, etc. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Je réutilise l'expression volontairement. Est-ce que les gains d'apprentissage qui sont significatifs, certes, mais qui ne sont pas non plus révolutionnaires, méritent d'avoir une débauche d'énergie telle? En d'autres termes, si on prend des tests standardisés d'apprentissage, on constate certes
quelques gains, des gains réels, statistiquement observables, avec ce genre de classe. En revanche, est-ce que la quantité, l'importance de ces gains est suffisamment grande pour que malgré tout, on généralise des classes comme celle-ci qui vont prendre finalement énormément de ressources, incluant des ressources financières qui éventuellement pourraient être orientées vers d'autres projets. Je fais un petit détour pour nos collègues qui sont du Québec, parce que j'ai contribué aussi par ailleurs à la rédaction du cadre de référence de la compétence numérique. Malheureusement, les institutions gouvernementales sont encore très loin, selon moi, d'avoir pris en compte l'importance de l'enjeu qui va s'imposer à nous. Et j'insiste bien là-dessus, la question n'est plus de savoir s'il va s'imposer à nous. À la limite, la question est de savoir dans quelle proportion il va s'imposer à nous. La question environnementale, elle est pour ainsi dire absente du cadre de référence de la compétence numérique. Sur le plan éthique, on parle de prendre conscience du contexte économique, social, environnemental. C'est une façon vaguement subtile de parler de développement durable, c'est à peu près tout. Sur la pensée critique, on va parler des bénéfices et des limites du numérique. En tirant un peu la corde, on pourrait peut-être se poser la question de savoir si ce n'est pas un endroit où on pourrait envisager la question environnementale en numérique. Malheureusement, si on était un peu plus objectif, je ne suis même pas certain que cette dimension-là ait été vue dans le cadre de référence de la compétence numérique. Donc, malgré le fait que l'on dispose de plus en plus de référentiels innovants, modernes sur notre rapport au numérique, eh bien, malgré tout, cet aspect-là est relativement absent. Alors, bon, malheureusement, mes petites activités ne fonctionnent plus, ce n'est pas très grave, mais je vais faire le point avec ça. Je vous parlais tout à l'heure de pédagogie lente, technologie lente. Il y a des travaux de plus en plus qui se font. Je recherche depuis c'était avant la pandémie, donc ça fait peut-être 4 ans maintenant, j'avais rencontré dans un salon en Belgique, un salon d'enseignants dans lequel je faisais une conférence, une enseignante qui apprenait l'algorithme avec des allumettes à ses élèves du primaire. C'était génial. Je n'ai jamais retrouvé son nom. Si un jour vous voyez cette personne, envoyez-moi ses coordonnées, c'était fascinant. Mais on peut faire des choses extrêmement intéressantes sans nécessairement utiliser des dispositifs numériques. Et je pense notamment au développement de l'algorithmique. Le développement de l'algorithmique, c'est, pour dire ça de façon rapide, c'est développer finalement une pensée logique. Est-ce qu'on a besoin nécessairement d'utiliser une tablette, un laptop, un téléphone pour développer la pensée algorithmique? Probablement que non. Donc, il y a notamment des activités qui ont été proposées, je vous ai mis quelques captures à l'écran, qui peuvent nourrir nos réflexions, que l'on soit au primaire, au secondaire ou au post-secondaire, parce qu'elles sont, je crois, extrêmement utiles. J'en conclus avec ça, les amis. Je vous ai mis en référence l'ensemble des travaux que j'ai mobilisés dans le cadre de cette réflexion que j'ai fait à temps perdu, mais qui, je l'espère, aura peut-être été utile pour vos travaux présents et à venir. Voilà, merci beaucoup. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas un seul instant. Merci beaucoup, M. Michelot. C'est ce qui débute notre période de questions. Donc, comme monsieur l'a mentionné, si vous avez des questions. D'ailleurs, je vois que dans le chat, dans le clavardage, nous avons une question de M. Jean-Marc. Réutiliser les vidéos et les ressources disponibles, OK, mais cela ne suppose-t-il pas de revoir les questions du droit d'auteur? Quelle éthique proposez-vous pour le numérique et l'école à distance? Nos choix de société actuels sont-ils en phase avec une formation à distance verte? Il y a plusieurs questions là-dedans. Merci beaucoup, Jean-Marc, pour la question. Je la trouve tout à fait pertinente. Il y a plusieurs choses là-dedans. Est-ce que tu me permets de faire une réponse longue et tordue? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. OK. Moi, je mobilise beaucoup le concept de métalittératie. Je vous ai parlé tout à l'heure de littératie. Au fil des dernières décennies, on a parlé de littératie informationnelle, numérique, médiatique. J'adopte le concept de métalittératie parce qu'il a vocation à présenter les choses comme étant finalement un grand tout, un grand parapluie.
comprendre le numérique de façon critique, comprendre l'information de façon critique, comprendre les médias de façon critique. Et ça inclut donc une dimension environnementale. Mais ça exige aussi par ailleurs de développer, j'ai envie de dire, un rapport. Quand je dis un rapport critique, ce n'est pas nécessairement savoir critiquer une source. Hein. Lorsque je dis développer un rapport critique, c'est aussi savoir manipuler de façon correcte l'information, les médias numériques, etc. Et parmi les éléments qui y sont suggérés, donc on parle justement de la bonne compréhension des droits d'auteur. C'est central. Et là, donc, ça rejoint deux aspects. Et moi, je plaide vraiment pour que les formations aux enseignants qui portent sur le numérique se décentrent des technologies. Donc, que l'on forme non pas à utiliser des technologies, mais que l'on forme à développer un regard sur les technologies. Donc là, ça exige de développer plusieurs aspects, comprendre les droits d'auteur, comprendre l'impact des technologies, etc. Actuellement, on en est malheureusement encore très loin. Dans une université que je connais très bien, dont je tairai le nom, on a supprimé des cours il y a quelques années relatifs au numérique, mais certains ont jugé intéressant de réintégrer des cours de programmation pour les futurs enseignants. Apprendre le C++ pour des futurs enseignants du secondaire, ça ne sert strictement à rien. Ce n'est pas les enjeux avec lesquels ils vont être, c'est pas les enjeux auxquels ils vont être confrontés dans leur pratique quotidienne, dans leur polyvalence. Non, c'est comment apprendre justement à un élève d'utiliser correctement des sources, etc., etc. Et ça implique aussi qu'ils puissent être bien formés eux-mêmes pour justement remobiliser les sources en question. Donc, oui, tu as parfaitement raison sur la… Excuse-moi, je me permets de te tutoyer. Tu as parfaitement raison de poser la question du droit d'auteur. Toutes les ressources ne sont pas effectivement à remobiliser. Il faut s'assurer qu'elles puissent être partageables. Donc, ça nécessite de sensibiliser le fait de créer aux besoins du contenu sous Creative Commons ou autres sources plus ou moins libres qui favorisent le repartage, etc. Actuellement, puis en tout respect avec mes élèves et les futurs enseignants qu'on a rencontrés, on leur parle de Creative Commons pour la plupart, c'est comme si on leur parlait des extraterrestres, malheureusement. Parfait. Merci beaucoup. J'espère avoir répondu à ta question, Jean-Marc. Oui, parfait. Super. On a une autre question de Clémence. Nous avons Clémence qui mentionne quel pourrait être le rôle des logiciels libres dans la réduction de l'impact du numérique en formation. C'est une excellente question, Clémence, chercher du regard. Et ça fait partie justement des textes, ça fait partie, pardon, des éléments qui étaient abordés dans les textes que j'ai recensés, que je n'aborde pas ici, mais ça en fait partie. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, comme je vous le dis, je ne suis pas ingénieur, mais fondamentalement, on est à peu près tous de la même génération ici, on a tous connu voyons, Clippers et Word 97. Fondamentalement, est-ce que notre usage de Word par rapport à Office 365 versus Word 97, est-ce que notre productivité a sensiblement changé entre Word 97 et Word aujourd'hui? J'essaie de regarder le non-verbal. Est-ce que, à l'exception du fait de travailler sur des documents collaboratifs, il n'y a pas l'usage de Word n'a pas été révolutionné? Et en même temps, alors il faudrait voir, mais l'espace disque, les ressources exigées pour faire tourner les logiciels Office, c'est énorme. C'est énorme. Et ça procède d'une logique évidemment qui est mercantile. Il faut avoir des logiciels qui consomment pour vendre du matériel, etc., etc. Le logiciel libre, effectivement, a cette sensibilité de développer du matériel qui va fonctionner sur une très large gamme, de développer des logiciels qui fonctionnent sur une très large gamme de matériel. Et par conséquent, qui va faire en sorte que du matériel, y compris ancien, va rester performant pendant plusieurs années. Là, ce que je vous présentais un petit peu plus tôt dans ma présentation, concernant donc l'usage d'ordinateurs individuels pour 6 ans, ça c'est dans le meilleur des cas. Avec le logiciel libre, on peut facilement utiliser des ordinateurs pendant 10 ans, 15 ans au besoin. Et là, c'est vraiment des soucis techniques majeurs qui vont faire en sorte que l'ordinateur va être remisé. Donc moi, je suis tout à fait
je suis tout à fait fendu au rôle du logiciel libre. Clémence, pour répondre à ta question, moi je pense que ça peut faire partie des réponses. En revanche, on est loin de pouvoir le faire parce que, et notamment en raison du contexte pandémique, eh bien, un grand nombre d'entreprises technologiques se sont, j'ai envie de dire, engouffrées dans l'espace laissé pour livrer leurs produits. Et là, finalement, on est pris avec Office 365, Teams, etc. Et donc, en sortir, ça va pas être simple. Nous avons Sandrine qui fait un message ici. Vous avez utilisé le mot « impacté » pour parler de la formation à distance. Cela peut être entendu négativement. Il y a une aversion chez les étudiants suite à la COVID. Alors, pourquoi utiliser ce mot? Alors, pourquoi utiliser ce mot? C'est, je ne sais pas si un jour vous faites de la radio, des enregistrements, ce genre de choses, vous remarquerez qu'on a tous des mots béquilles et qu'on utilise parce que c'est les mots qui viennent à l'esprit. Donc, je ne pense pas qu'il faille y accorder plus de sens que souhaité initialement. Donc, j'aurais dû davantage parler d'incidence éventuellement. Et même encore là, incidence va être perçue de façon peut-être péjorative. Donc, il faudrait faire une exégèse. Donc, je suis désolé, Sandrine, de ne pas trop savoir que répondre à part du patinage de fantaisie à votre question. Mais je suis d'accord que le terme déjà, le plus le verbe impacté, je ne suis pas certain qu'il soit autre chose qu'un néologisme. Mais bref. On a Sandrine qui rajoute deux choses. Elle dit, est-ce que dans la revue de littérature, il y a un état des lieux sur le comportement d'usage? Et aussi, on en parle à la griffe avec un petit bonhomme. Avec plaisir, Sandrine. À la semaine prochaine pour en parler de vive voix. Et est-ce que vous accepteriez de préciser votre question sur l'état des lieux comportement d'usage? De vive voix éventuellement? Ou par écrit? Oui, pas de souci. En fait, je t'avais déjà écouté au RUN de l'année dernière, RUNED. Ah, mais oui, ok, excuse-moi. Voilà, c'est ça. Et en fait, je voulais voir comment tu avais évolué là-dessus. Donc oui, tu as dit impacté. Et moi, en fait, je sais que déjà, mes étudiants sont contre. Et si je viens leur dire que vous allez lundi être impacté par du distanciel, ils ne vont pas du tout m'entendre, hein. Donc, c'était pour ça que j'avais réagi. Et puis, pour l'autre question, c'est que moi, je m'intéresse beaucoup au comportement d'usage puisque je suis référente numérique et je dois un peu accompagner mes collègues à de nouveaux usages. Et je voulais savoir si dans la littérature, il y avait un peu l'idée il y a le groupe, mais il y a aussi l'individu et il doit gérer seul ses mails, il doit trier les données, d'avoir des comportements un peu automatiques. Et aujourd'hui, je ne les vois pas trop chez les gens. Et je ne sais pas si la littérature s'y intéresse, en fait. J'ai pas vu de choses C'est une excellente question que tu poses là. J'ai pas vu de réflexion sur le sujet. Je peux me tromper. En revanche, tu vois, comme tu peux le constater, on parle vraiment de très, très, très peu d'articles, de publications qui travaillent sur le sujet. On est malheureusement encore à des travaux qui sont au niveau des réflexions institutionnelles, des analyses. C'est important de faire. Voir l'impact, décidément, voir l'influence carbone des universités, ça se fait super bien avec des ingénieurs. Ensuite, savoir justement quels sont les usages des enseignants, des apprenants, etc. On est dans c'est une autre paire de manches. J'ai pas vu de choses en la matière. Je peux me tromper, puis ça existe peut-être, mais malheureusement, j'ai rien vu là-dedans. Ouais, du coup, c'est ce que j'écris un article là-dessus parce qu'il y a un appel à contribution de distance et médiation sur innovation et injonction à l'outil numérique. Et en fait, il montre que, parce que la salle de classe que tu parles, donc nous, c'est des salles d'innovation pédagogique, on a poussé tout le monde à l'innovation et aujourd'hui, on leur dit tous de freiner. Et c'est là où ça pose problème. Donc, on a aussi dit un bon enseignant, c'est quelqu'un qui utilise des ressources numériques, qui utilise des vidéos dans son cours. Et là, en fait, il faut qu'on fasse vraiment machine arrière. Et donc, il y a plein d'appels qui sortent. Et moi, je suis en train d'analyser ça. Au niveau macro, il y a plein de choses. Après, méso, ça commence. Et micro, il n'y a rien. Donc, je pense qu'il y a 3 strates à bien étudier et il n'y a rien pour l'instant. Comment ? Sur le plan des politiques institutionnelles, il y a effectivement il y a un décalage entre les pratiques et des politiques institutionnelles où, j'ai envie de dire,
un contexte social qui favorise, qui encourage, qui voit d'un bon œil, on appellera ça comme on veut, l'utilisation de technologies. Mais je ressens, puis ça, il faudrait le mesurer davantage. Il y a une forme de retour de bâton. J'ai un article que je finis en ce moment où on voit finalement une résistance au changement pédagogique suite à la pandémie qui est assez important. Et dans ce qu'on voit dans la dimension qualitative de la recherche, c'est justement des éléments de langage de cette nature-là. Il faut remettre le numérique à sa juste place. C'est très utile, mais pas dans toutes les circonstances. Il y a des gains à faire, mais pas avec tout. Fait que voilà, pas d'éléments tangibles, pas de données probantes à apporter là-dessus, mais je ressens un peu comme toi qu'il y a un réajustement. Ouais, bah, en fait, il y a eu vraiment l'envie de l'intégrer parce que nous, on a vraiment, dans le référentiel de compétences en France chez les enseignants, voilà, il faut être un enseignant 2.0 parce que c'est une des qualités, des compétences à développer. Ça, c'est une injonction. Et donc, ça va entraîner des choses. Mais pour prendre un exemple sur ce que tu viens de faire aujourd'hui, j'ai écrit ça parce que je me suis dit, je ne le fais jamais et je devrais le faire à l'avenir. C'est que tu n'as pas annoncé le nombre de questions sur WooClap. Du coup, ça veut dire que potentiellement, on a tous en arrière-plan sur notre téléphone l'appli qui tourne. Et en fait, je me dis, bah, je devrais peut-être annoncer ça aux gens aussi, parce que je ne dis pas combien de temps ils devront garder l'appli ouverte et tout ça, mais en fait, on réapprend. C'est comme quand on a balancé Internet il n'y a pas longtemps, bon, il y a quelques années maintenant, mais maintenant, on donne les règles, en fait. Et on a tout balancé d'un coup, et puis on donne les règles. Mais on aura l'occasion d'en reparler à la CRIF, et puis avec plaisir. Voilà. Merci. Merci, c'est très intéressant. Là, je vois le temps qui file. Ce que je suggère, Monsieur Michaud, je ne sais pas si vous avez quelques minutes de plus ou si vous devez quitter. Oui, avec plaisir. Oui. Vous avez un peu de temps, c'est parce que je vois qu'il y a un intérêt. On a une main levée, on a d'autres commentaires. Je propose de continuer un petit peu plus longtemps, peut-être la séance, quelques minutes. Mais juste avant, je vais faire mes messages de conclusion. Vous avez vu dans le message, dans le clavardage, j'ai mis un petit sondage à remplir là, pour la rétroaction par rapport à cet atelier. Donc, je vous invite à le faire. J'ai déjà des réponses qui commencent à rentrer. Et aussi, sinon, j'en profite pour vous remercier d'avoir été ici aujourd'hui avec nous, évidemment. Et comme je l'ai dit en entrée de jeu, vous allez pouvoir revoir cet atelier sur notre site web au www.refad.ca. Également, le prochain atelier est le 24 mai. Le thème, c'est la place des conseillers technopédagogiques dans la formation à distance. Donc, vous pouvez encore vous inscrire, encore là, via notre site web. Et tant qu'à être sur notre site web, en profiter pour aller dans la section du grand rassemblement qui va avoir lieu le 17 au 19 mai au campus Saint-Jean à l'Université de l'Alberta. C'est aussi disponible en ligne, donc vous allez pouvoir vous inscrire et participer à nos ateliers. La programmation est sur le point d'être dévoilée là, dans son entièreté, donc je vous invite à surveiller notre site web à ce niveau-là. Et sinon, suivez-nous aussi sur les médias sociaux. C'est probablement le meilleur véhicule pour nous suivre présentement. Facebook, Twitter et sur LinkedIn. Donc, sur ce, je laisse aller la conversation, rester le temps, quelques minutes, là, on va continuer, on va poursuivre notre sujet. Je vois plein de félicitations, de commentaires positifs, M. Michaud, dans le clavardage. Quelle présentation, j'ai adoré, de Marilyn Nadeau. Nous avons quelqu'un, Marie-Ève Gontier, très intéressant, je dois quitter, merci, mais on voit qu'il y a un intérêt. On voit encore qu'il y a beaucoup de personnes présentes, donc sur ce, je vais laisser la parole, je vais arrêter de parler. Florent, je vous retourne tout ça. Ah, d'ailleurs, je vous invite à regarder, il y a un message, un commentaire qu'on n'a pas lu qui était de Clémence. Pourriez-vous nous donner quelques exemples de freins comme cette résistance au changement à la mise en œuvre d'un numérique plus responsable en formation? La question de Clémence est intéressante. Puis là, malheureusement, j'ai envie de dire que c'est un manque de ressources, de recherche, moi de mon côté, qui m'empêche de l'investiguer. Mais je ne sais pas si vous avez... je ne sais pas si parmi vous, vous connaissez le modèle d'acceptation des technologies de Venkatesh. On appelle ça le modèle TAM3, Technology Acceptance Model, dans lequel il a essayé finalement de représenter, les auteurs ont essayé de représenter visuellement quels étaient les facteurs favorisant l'utilisation des technologies et singulièrement en question éducative.
Et j'ai l'intime conviction qu'évidemment la pandémie a largement bousculé les différents éléments favorisant la façon dont les technologies étaient acceptées. Ce qui est intéressant, premièrement, c'est que justement la question de ce trait de personnalité, la résistance au changement, elle était tout à fait inexistante dans le modèle de Venkatesh, donc le plus récent. Malgré tout, c'est inexistant, alors que c'est un trait de personnalité qui est présent et qui, moi, dans mes travaux actuels, semble avoir une incidence non négligeable sur le fait qu'on va utiliser ou non des technologies. Ensuite, la question, c'est de savoir, si on revient en amont, c'est les raisons pour lesquelles il y a une forme de résistance au changement. Et là, ensuite, et ça, malheureusement, c'est des travaux que je n'ai pas encore pu mener. Et là, ça rejoint ta question, donc, Clément, sur la question du numérique plus responsable. On a parlé aujourd'hui de la question environnementale, mais elle n'est pas exclusivement là. Elle est aussi sociale, elle est aussi culturelle. Et il faudrait les investiguer. Clémence, pour aller plus loin dans la réponse que je pourrais te donner, est-ce que tu accepterais de la développer à l'oral? Je constate que Clémence a dû quitter Florent, mais c'est sûr qu'elle va pouvoir accéder à cette conversation, à la présentation par YouTube là, ensuite. Donc, assurément. Ah, elle est là! Ah, bonjour! Clémence. Bon, ben d'abord, je vous laisse répondre. Non, mais alors c'est parce que donc moi je rédige un mémoire sur la sobriété numérique en formation à distance et c'est vrai que la question des freins à cette sobriété numérique m'interpelle un petit peu. C'était plutôt de savoir si vous pensez que les connaissances, vous en parliez au début, sont peut-être pas suffisantes pour l'instant pour que les personnes, enfin les acteurs de la formation aillent d'eux-mêmes vers des pratiques responsables, enfin ce genre de choses. Je sais pas si je suis très... Ouais, non, moi, ça me semble relativement clair. Et moi, je pense on touche vraiment au cœur. C'est la question de l'itération environnementale. On a encore une réflexion qui est extrêmement cloisonnée, qui est extrêmement siloée sur cette question-ci. Puis d'ailleurs, que l'on voit de façon plus générale sur le plan des politiques publiques, même s'il y a une forme d'évolution depuis peut-être une dizaine d'années, la question environnementale reste encore la question environnementale. Alors que ça devrait être la question transversale par excellence. Tout cela pour dire que moi, je trouve ça super intéressant du travail sur la sobriété en question de formation à distance parce qu'elle est, complètement absente. Alors, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est qu'il y a de plus en plus d'outils qui nous permettent éventuellement de mesurer notre impact. Moi, tu vois, dernièrement, sur le plan statistique, si on n'est pas en intelligence artificielle là, mais en formation à distance, on essaie de travailler sur des tableaux de bord pour pousser de la rétroaction aux apprenants, pour pousser de la rétroaction aux enseignants, etc. Et donc ça nécessite de faire rouler en arrière-plan des algorithmes. Pas très poussés, certes, mais qui malgré tout avoir un impact. Aujourd'hui, on est en mesure d'avoir des outils super accessibles pour voir quel est l'impact, essentiellement, quel est l'impact énergie. Enfin, jusque-là, on pouvait avoir l'impact en termes de rapidité d'exécution des algorithmes, mais là, maintenant, on peut aussi ajouter l'impact énergétique de tel ou tel algorithme. Si on veut faire de la belle formation à distance, ça ne veut pas dire exclusivement faire de la vidéoconférence comme on fait là, mais ça veut dire utiliser des espaces comme Moodle, OpenEdX, peu importe. Et si on veut pousser de la rétroaction comme ça, comment on fait pour intégrer des outils qui vont être relativement sobres, je ne sais pas si c'est le bon terme, on peut mobiliser cela, sauf que ça ne fait même pas partie de nos chaînes de pensée. Oh, tu m'excuseras si c'est déprimant de dire ça. Voilà. Mais je serais très heureux, Clémence, qu'on discute de cela, de ton travail ultérieurement. Oui, bah, volontiers, volontiers. On a encore peut-être la place, peut-être quoi, une ou deux questions, M. Michelot, ou on a
Une question ici. Bon, on a une super présentation. Merci, bonne fin de journée. Commentaire. L'usage des smartphones, des smartphones et des ordinateurs en technologie éducative ont-ils le même impact CO2? Je n'aurais pas la prétention de répondre en supposant avoir raison. Je comprends que l'usage des smartphones est beaucoup moins énergivore. Sauf que puis, et d'ailleurs, c'est très symptomatique. Lorsque vous regardez la consultation des MOOC, donc qui par définition peuvent être accédés à l'international, on trouve beaucoup d'utilisation justement des téléphones intelligents dans les pays en développement. C'est moins coûteux, c'est moins aussi coûteux en énergie, etc. Donc, c'est un bon support, au moins pour accéder à certaines ressources. Là où je mets un bémol, et je ne l'ai pas évoqué dans mon propos plus tôt, c'est la question de l'effet rebond. Qu'est-ce qu'on entend par effet rebond? Eh bien, c'est que, par exemple, j'ai beau être préoccupé par la question environnementale, je suis aussi un geek. J'ai eu le iPhone 3G, qui était un des premiers iPhones. Réaliser qu'à l'époque, je devais le charger tous les jours. Maintenant, j'ai le iPhone, je ne sais pas combien, et je suis obligé de le recharger tous les jours. La batterie, elle s'est largement améliorée depuis 12 ans. Je suis capable de stocker beaucoup plus d'énergie qu'il y a 12 ans, et en même temps, je dois malgré tout le recharger tous les jours. Pourquoi? Là encore, parce que j'ai des applications qui nécessitent beaucoup plus d'énergie. Donc, téléphone, ordinateur, c'est une chose, mais ce n'est pas tant le matériel que, comment dirais-je, on pourrait faire de la très bonne formation à distance, on pourrait très bien utiliser des technologies éducatives hyper performantes sur des plateformes qui sont justement sobres, pour réutiliser l'expression de la formule de Clémence. Il n'y a pas de raison qu'un iPhone d'il y a 12 ans, peu importe d'ailleurs Android ou ce que vous voulez, pourrait très bien faire fonctionner le matériel actuel. Et donc, du matériel qui serait, j'ai envie de dire, qui ne serait pas à la pointe de la technologie, qui ne nécessiterait pas d'utiliser des ressources rares, etc., etc. Mais là, je m'égare, mais voilà, l'effet rebond, il est extrêmement, il est très préoccupant. Il est très préoccupant. D'ailleurs, on le voit dans toutes les mises à jour. Entre le Zoom que vous avez connu au premier jour de la pandémie et le Zoom que l'on utilise aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Il y a tout plein de fonctionnalités. Je me suis amusé, avant le début de la formation, à utiliser un avatar avec Zoom maintenant. C'est super. En même temps, ça ne sert à rien. Ça consomme de l'énergie. C'est intéressant le regard nouveau. C'est pas quelque chose qu'on entend souvent, en tout cas de mon côté. Je trouve ça très intéressant. Est-ce qu'il y aurait un autre commentaire, question de la part de nos personnes présentes? S'il n'y a pas d'autres. Ah, on a une main levée. À vous la parole. Oui, merci beaucoup. C'est une super présentation. Je voudrais dire merci. Alors, moi, je suis enseignant-chercheur dans l'une des universités en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire. Alors, j'ai posé la question sur l'usage des smartphones parce qu'aujourd'hui, nous sommes en plein début de l'intégration de la formation à distance dans nos parcours de formation en Côte d'Ivoire. Et quand on fait l'analyse des besoins, on se rend compte que beaucoup de smartphones coûtent un peu moins cher que les ordinateurs, que ce soit portables ou encore les ordinateurs de bureau. Et donc, c'est dans ce contexte-là, je me dis, tiens, dans l'usage des smartphones, dans un contexte de formation à distance, alors est-ce que en termes d'impact CO2, est-ce que c'est vraiment moins polluant que travailler avec des ordinateurs de bureau? De mon côté, donc, ça coupe. c'est toute la question. Donc, comment vraiment responsable. Est-ce que ça coupe uniquement de mon côté ou je voudrais juste vérifier avec vous? Monsieur Désolé, il y a Michelot?
Ah, je crois que vous êtes sur muet, M. Michelot, ou je n'entends pas votre… Excusez-moi. Ah, OK. Excusez-moi. Ouais, non, vous avez une préoccupation qui est tout à fait légitime et qui mérite d'être étudiée, Alain. Moi, clairement, de ce que j'ai pu lire jusque-là, effectivement, le smartphone est une bonne alternative. Ensuite, va se poser des questions d'expérience utilisateur sur le plan du reste de la formation à distance. Néanmoins, il y a des protocoles d'accessibilité qui permettent finalement d'avoir des activités interactives, quelle que soit la plateforme sur laquelle on est. On n'est plus comme il y a 15 ans où il fallait utiliser du flash pour faire des activités un peu ludiques, mais flash qui ne fonctionnait pas sur le téléphone. Aujourd'hui, on peut faire des choses avec le HTML5 qui permettent d'avoir des activités interactives, de faire popper des questions sur une vidéo, et ça marche très bien sur n'importe quel téléphone intelligent. Donc, comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas la prétention de vous répondre avec exactitude, mais je pense que l'usage du smartphone, et si on est attentif à l'expérience utilisateur, et donc ça, par ailleurs, donc ça nécessite d'avoir une réflexion sur l'inclusivité des activités pédagogiques que l'on fait en formation à distance. Je pense que ça peut être une solution, est-ce que c'est une solution gagnante, je ne sais pas, mais une solution pas trop perdante, ça oui, certainement. Ça répond bien à votre question. Oui, merci beaucoup. Je pense que ça répond. Et je crois que j'ai vraiment une approche nouvelle de ce que le smartphone pourra être utilisé dans le cadre d'une formation à distance. Donc, c'est beaucoup développé, enfin, tenant compte de ce qu'on a appris lors de cette présentation, beaucoup plus de la formation hybride en intégrant peut-être le numérique à 10-20%, avec l'usage d'une technologie accessible à tous, et puis également avec des applications qui seraient compatibles aussi avec les systèmes d'exploitation au niveau des téléphones. Donc, j'avoue que vraiment, ça m'éclaire sur un certain nombre de sujets. Et quant à une bonne intégration des outils, des technologies dans Merci beaucoup, Alain. en impactant moins l'environnement. Donc, vraiment, merci beaucoup. Excellent. Il nous reste peut-être du temps. On pourrait prendre un moment juste pour une dernière question. Oui. Madame Mercier, la main levée depuis un certain temps là, déjà. C'est vrai que j'ai une crampe à la main depuis, mais ça va. Au bouton. Du coup, je vais juste pour dire à Alain, au besoin, nous, on travaille sur les téléphones portables avec les étudiants de Mayotte qui ont des circonstances assez compliquées, on va dire, parce qu'ils vont passer en distanciel puisque l'île rencontre des difficultés en France actuellement. Mais voilà, si vous avez besoin, je pense que vous pourriez me contacter. J'ai une collègue qui travaille dessus. Il y a un doctorant sur le coup. Et je reviens juste sur Florence, sur ce que tu as dit. L'avatar sert à rien sur Zoom. En fait, je crois que le point le plus important, c'est ça, en fait. C'est toute technologie, soit elle a un intérêt particulier et elle soulève ou fait des passerelles pédagogiques, et donc j'utilise parce que c'est un outil au service d'eux, mais tout autant, je peux faire d'activités débranchées pour réussir à faire la même chose. Donc toute la question, c'est, voilà, j'en ai besoin, je n'ai pas besoin. Et là, l'avatar, moi, je trouve que c'est super intéressant sur Zoom pour notamment des enfants qui n'arriveraient pas à se présenter à l'écran encore et qui, par le déguisement, vont trouver une passerelle et donc le courage de se présenter. Donc, en fait, je pense que c'est vraiment ça le cœur, c'est ne pas utiliser pour rien, mais utiliser pour soulever des obstacles et puis atteindre un objectif qu'on ne pourrait pas avoir sans. Et puis après, passer au sans, puisque c'est l'idée. Mais voilà, je rebondissais là-dessus parce que je crois que c'est vraiment ça le cœur de ce qui permettra de se dire on l'utilise ou pas, et si c'est une plus-value. Voilà. C'est vraiment la question, c'est vraiment une dimension pédagogique qui doit être au cœur de notre réflexion et de notre action. Qu'est-ce que l'on souhaite faire fondamentalement? Et le numérique n'arrive qu'en toute fin d'analyse. S'il y a une plus-value réelle derrière ça, allons-y. Sinon. Ça me fait penser à une certaine phrase populaire en gestion financière. En as-tu vraiment besoin? C'est terrible.
Bon, ben, sur ça met la fin à notre réunion, notre atelier d'aujourd'hui. Donc, merci encore pour votre présentation, M. Michelot. Merci à tous pour votre présence et votre participation aussi. C'était super. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Et puis au plaisir de rester en contact ce distanciel.